Attention, vous écoutez un programme audioactif. Bonjour et bienvenue dans la Comics Fair, le podcast qui fait le tour du monde des comics pour vous en présenter ce trésor caché. Je suis votre hôte, Spades, et pour m'accompagner, j'ai recruté le plus vaillant des militaires, Grey Pigeon. Garde à vous. Salut Spades. Comment vas-tu ? Ça va super. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui ? On va parler d'un grand comics qui est pas très connu, et un comics qui nous parle un peu de guerre, de deux grands auteurs, Brian Azzarello et Joe Kubert, et pour ça, on a pris un personnage emblématique qui s'appelle Sergeant Rock, avec le graphic novel Sergeant Rock Between Hell and a Hard Place. Et qu'est-ce que tu peux nous dire exactement sur ce bouquin ? Alors, t'as déjà tout dit, tu l'as bien présenté. Alors, on peut juste ajouter que c'est Vertigo qui a sorti ça, que c'est assez récent, ça date de novembre 2003. Et c'est une série en combien d'épisodes ? En un, c'est un roman graphique. Oh, un vrai ? Un vrai. Oh. Et ça parle de quoi exactement ? Alors, l'action se situe en 1944 dans les forêts allemandes et on est en plein territoire ennemi. Alors, on va suivre la Easy Company menée par le sergent Rock qui va escorter des officiers allemands qu'ils ont pu capturer. Ils vont tomber dans une embuscade et après celle-ci, le sergent Rock va découvrir que certains de ses prisonniers, 4 parmi eux, ont été assassinés pendant la nuit. Alors le sergent Rock va être déterminé à retrouver le meurtrier, mais par contre il va du coup commencer à douter de ses hommes. Au sein même de la compagnie aussi, plusieurs questions vont se poser. Est-ce qu'on peut considérer qu'un meurtre perpétré en temps de guerre est contraire à l'éthique ? Donc tu l'as compris, c'est un récit de guerre certes, mais c'est surtout dans ce roman graphique qui fait une centaine de pages, on va vraiment examiner la ligne de démarcation qui existe entre ce qui fait d'un soldat un héros ou alors un assassin complètement sadique. Donc en gros, c'est quasiment un roman policier à huis clos mais à l'air libre. C'est ça, en temps de guerre, parce qu'on va suivre en même temps les Easy Company qui va s'attaquer à un char. Enfin voilà, on va voir du mort. Hein. Oui, ça va pas lésiner. Hein. Franchement, ils ont fait très fort. Mais oui, en fait, le truc, c'est qu'il y a une vraie composante thriller à l'intérieur du titre qui est loin d'être inintéressante. C'est très caractéristique de l'auteur de ce comics, qui n'est autre que Brian Azzarello. Tout à fait, donc que je vais vous présenter. Donc Brian Azzarello, il est né le 11 août 1962, ce qui lui fait donc 56 ans, à Cleveland, dans l'Ohio. Sa mère était restauratrice et son père vendeur, et lui, en fait, pour s'occuper quand il était gamin, il lisait beaucoup de comics, mais rarement du super-héros. Il détestait les comics de super-héros. Et qu'est-ce qu'il lisait alors dans sa jeunesse ? Qu'est-ce qu'on trouvait ? En fait, il était plus attiré par les histoires d'horreur et de guerre, dont notamment les titres de Joe Kubert, Sergeant Rock. Les aventures de Sergeant Rock. Pour lui, les aventures de Batman et Superman, c'était sans plus. Mais ça lui a néanmoins donné le goût de l'art et l'envie de devenir artiste. Et donc, il va tenter pour ça de faire des études à l'Institut des Arts de Cleveland en peinture et impression. Un jour de 89, il se dit pour devenir un vrai artiste, il faut que j'aille à New York. Bon, il regarde les prix, il se dit je vais aller à Chicago à la place. Et donc il part à Chicago et vu qu'il a toujours pas un rond une fois qu'il est là-bas, il se retrouve à faire plein de boulots mal payés et difficiles pour essayer de s'en sortir. Notamment, il va faire démolisseur en bâtiment. D'accord. Ou concierge. Bon, je sais pas si tu as déjà vu le look de Azzarello. Ah ouais, il est chaud avec une grosse barbe. Ouais, il a plus un look à la Freddy Krueger que celui du concierge de Scrubs, faut avouer. Donc en fait, ça va être une période très très difficile pour lui. Il va essayer de faire ce qu'il peut, puis quand il peut pas travailler, il faut qu'il s'occupe. Et pour s'occuper, en fait, il va prendre le loisir le moins cher du monde, la lecture. Ouais. Et pour le coup, en fait, il va faire une rencontre déterminante pour son style en découvrant la maison d'édition Black Lizard. Donc en fait, c'est un éditeur spécialisé dans la réédition de romans noirs des années 30 à 60, mais en fait des romans noirs écrits par des seconds couteaux. On parle pas de Dashiell Hammett, quoi. Non, voilà, le plus connu c'est Jim Thompson, qui est un grand auteur. Quand même, ouais. Mais tout le reste, en fait, c'est du sous Jim Thompson et de la pâle copie de Dashiell Hammett. Mais il adore cet éditeur, et surtout, en fait, ce qu'il adore, c'est que cet éditeur vient de couler, donc ça devient très, très facile de trouver les bouquins pour pas cher. D'accord. Donc il va lire ça, il va dévorer toutes les publications de Black Lizard et franchement le roman noir, on remarque facilement la référence dans l'œuvre de Azzarello. Et c'est donc aussi à Chicago que ce grand lecteur de romans noirs va faire la rencontre la plus déterminante pour sa carrière mais aussi de sa vie. Par le biais d'amis communs, en fait, il va rencontrer la dessinatrice de comics Jill Thompson qui travaillait alors sur Sandman. Donc ils se rencontrent, ils discutent ensemble, ça accroche bien. Donc elle a un univers creepy, chelou, mignon, on peut dire un peu à la Tim Burton. Ouais, ça convient bien, ouais. Surtout à
cette époque-là de sa carrière. Ouais. Et lui, en fait, c'est un gros pété du bulbe qui aime bien les romans noirs. Donc ils étaient faits pour s'entendre, hein, on est d'accord. Et comme ils sont en train de discuter, elle lui dit, bah tiens, moi j'adore les histoires de monstres. Et bah elle lui dit, bah tu sais quoi, j'ai écrit une histoire de loup-garou et va falloir que je te la fasse lire. Donc je crois que c'est la best technique de drague ever. Hein. Ouais. Et ça marche vu qu'ils vont finir mariés et femmes. Donc il lui envoie l'histoire et elle est scotchée par la qualité de l'écriture de Brian Azzarello. Donc elle décide de le présenter à ses éditeurs chez Vertigo et en particulier à Lou Stasis, qui est donc très très grand éditeur de l'époque, qui était en plein nervous breakdown parce qu'il en avait plein le cul des histoires ésotériques que publiait Vertigo à ce moment-là. Donc là, on parle de la première moitié des années 90. Hein. Ouais. Donc le boss de Vertigo, c'était Gaiman, et il t'avait pas mal de titres à la Sandman et compagnie. Et là, donc, il rencontre un mec comme Azzarello, qui est à l'opposé total de Gaiman, et forcément, ça a été un coup de foudre pour les deux. Malheureusement, ils pourront jamais vraiment travailler ensemble, vu que Statis va mourir peu de temps après d'une tumeur au cerveau. Mais il va tout faire, en fait, pour lancer la carrière de Azzarello avant de partir, en le confiant à son propre assistant, Alex Alonso, qui a un nom très connu du métier maintenant. Donc, Alex Alonso, lui, va continuer le travail de Statis, parce que pareil, il s'entend super bien avec Azzarello, il voit le potentiel. Donc, il va l'aider à finaliser ses premiers travaux chez Vertigo. Donc, ça va être notamment une première courte histoire dans Weird Tales, de Weird War Tales. Ça sera une histoire de guerre, pour bien rester dans la logique. Et donc, ils vont commencer à discuter un peu, ils vont essayer d'imaginer une série qu'ils vont proposer, qui va se faire recaler par Vertigo. Et il se dit, tiens, il y a un vieux personnage de DC qui est totalement oublié, et franchement, je suis sûr qu'il pourra en faire quelque chose. Donc, la technique Vertigo, ça de rappeler les vieux persos. Voilà, et donc là, ils se sont servis du personnage de Johnny Double. Donc, est-ce que tu connais? Moi, je me souviens pas, non, je vois pas qui c'est Johnny Double. Donc, Johnny Double, c'est un personnage qui avait été inventé durant les années 60, c'est un détective hard-boiled, mais beatnik. D'accord. Ça peut que coller pour Azzarello, quoi. Ah, le côté hardboiled, je vois bien, beatnik un peu moins, mais... Donc, forcément, quand il dit, quand Alonso dit à Azzarello, tiens, faut que t'essaies d'écrire un truc là-dessus, il découvre le personnage, il fait, il y a moyen d'en faire quelque chose. Donc, ils en font une mini-série en 4 épisodes. Et le truc, c'est que cette mini-série, ça va devenir un truc hyper important pour Azzarello, parce que la série qu'il avait conçue avec Alonso, bah, ils vont pouvoir la reproposer, vu que la mini-série Johnny Double a plutôt pas trop mal marché. Et là, donc, DC est beaucoup plus enclin à laisser faire. Puis vu qu'en fait Azzarello il a vachement bien aimé travailler avec le dessinateur de Johnny Double, bah il se dit bah écoute, on va prendre ce dessinateur là pour travailler sur ma nouvelle série. Donc c'est un petit titre qui s'appelle 100 Bullets. Ah ouais, avec Eduardo Risso. Et voilà, tout à fait. Ah bah c'est assez hallucinant quand même. DC va laisser Brian Azzarello se lancer sur une série dans laquelle Azzarello dit dès le départ il y aura 100 épisodes. Voilà. Bah oui, mais en fait DC leur a dit non mais on s'en bat les couilles, hein. Si on te dit tu l'annules, tu l'annuleras, tu fermeras ta gueule, hein. Et mais comme tu le dis, donc 100 Bullets, c'est 100 épisodes d'une série qui est devenue mythique. C'est un véritable succès critique et commercial qui va marquer aussi le renouveau du style noir avec l'arrivée de toute une jeune génération d'auteurs amoureux de ce style d'histoire. On peut citer Bendis, Brubaker, Rucka, Aaron, qui vont passer en fait graduellement de la confidentialité des éditeurs indépendants à la mise en lumière chez Image, puis chez les Big Two quasiment à la même période où Azzarello va sortir donc 100 Bullets. Donc au vu du succès de 100 Bullets, Azzarello ça devient un vrai grand nom du comics, mais un grand nom confidentiel parce que en fait il aime tellement pas parler de lui qu'une de ses copines de Chicago en fait va mettre des années à se rendre compte qu'il n'est pas qu'un random auteur. Il va lui falloir à peu près 5 ans pour qu'elle découvre que Azzarello c'est l'un des poids lourds de chez DC. Donc lui il continue tranquillement son petit chemin de carrière, hein. Donc une fois que Warren Ellis quittera le titre Hellblazer suite à une embrouille avec les éditeurs, donc tu connais l'histoire de Shoot, le fameux épisode l'épisode maudit, oui. Ouais. Donc en gros pour expliquer, Warren Ellis a écrit un épisode de Hellblazer qui s'appelle Shoot, qui parle de meurtre dans une école. Et le problème c'est que tout le monde est super d'accord pour sortir ça, sauf je crois que c'était Paul Levitz à l'époque, l'éditeur en chef de DC, qui fait non, il vient d'avoir les morts de Columbine, on va éviter de pas sortir un titre qui parle de ça. Donc Warren Ellis vexé a décidé de quitter le titre et Azzarello en fait va devenir le choix logique pour reprendre Hellblazer derrière. Il est depuis l'auteur de nombreux succès, il a notamment publié des titres sur les Trinité DC qui sont devenus des classiques. On peut parler des titres sur les univers de Batman et Superman qu'il a fait en partenariat avec Lee Bermero. Ouais. Donc Joker et Luthor. Ouais. Perso, je suis pas fan du tout du style de Bermero, mais après ça reste des bonnes histoires bien écrites. Ou alors la série qu'il a conçue avec son ancien éditeur de 100 Bullets. Est-ce que tu devines de qui je parle ? Non, je sais pas de quoi tu parles.
En fait, 100 Bullets, il avait un éditeur qui dessinait pas trop mal et qui l'a toujours poussé à dessiner. Il s'est dit, bah tiens, je vais l'embaucher pour ma nouvelle série dans le New 52, Wonder Woman. Ah, Cliff Chiang, oui, bien sûr. Oui. En fait, Azzarello est très très fidèle en amitié. À côté de ses classiques sur la Trinité, il a commis aussi d'autres histoires sur ses personnages, dont notamment la mini-série Batman dérivée de Flashpoint, qui à mon humble avis est le seul bon truc sorti de cet event. De Flashpoint, ouais, c'est clair que le Batman d'Azzarello est super. Ah, avec Eduardo Rizzo, qui est on fire total au dessin. Et il est aussi co-scénariste de Dark Knight 3 avec Frank Miller, et voilà quoi. On va rester là-dessus. Dans ses titres moins connus et pourtant remarquables, je citerai son western Loveless. Là, pour le coup, tu vois, c'était une série qui devait durer minimum 4 ans, donc 48 épisodes, et que DC a pas eu de remords d'annuler au bout de 24 épisodes. Ah, dommage. Ouais, et j'aime aussi beaucoup ses travaux chez Marvel aux côtés de Richard Corben. Bon, le fait que ça soit aux côtés de Richard Corben, c'est pour beaucoup sur le fait que j'aime beaucoup. C'est en fait, ils ont fait des mini-séries sur Luke Cage et Bruce Banner. Ah, j'ai jamais lu ces séries-là. Faudrait que je me penche dessus, ouais. Eux qui sont vraiment très très cool, et d'ailleurs, Panini rééditera l'année prochaine en Icon ces mini-séries là. Ils vont faire un Icon spécial Richard Corben chez Marvel. Sympa. Donc hésitez pas, hein, ça. Donc d'un point de vue personnel, Azzarello c'est un homme discret. Et en fait le problème c'est que pour savoir beaucoup de choses sur lui, bah tu peux pas passer par ses infos à lui, t'es obligé de passer par les infos de sa femme et de ses potes. Notamment en fait c'est quelqu'un qui aime bien réciter à voix haute ses dialogues au fur et à mesure qu'il les écrit. Donc selon Jim Thompson, c'est toujours très très surprenant de travailler à la maison. Ah, surtout qu'il a des dialogues assez imagés, dirons-nous. Assez imagés, et surtout il aime bien utiliser de l'argot un peu bizarre à chaque fois. Ah, moi je me souviens de la lecture d'un truc qui s'appelait Spaceman. Oh la vache. Alors celui-là, récité à voix haute, je me demande ce que ça donne, parce que déjà à le lire c'est incompréhensible. Selon Jim Thompson, apparemment des fois elle se demandait s'il était pas en train de faire un AVC quoi. Parce qu'il a inventé presque une langue pour ce comics-là. Ouais, tout à fait. Et surtout en fait c'est le genre de mec en convention, moi j'avais pu le croiser en convention dans les alentours de 2003-2004, et le truc c'est que c'est un type qui en a rien à foutre de ce que toi tu penses de son titre. Mais vraiment, genre les mecs ils arrivaient vers lui, ah j'adore 100 Bullets, ouais c'est cool. Il signait, il rendait, puis il disait au mec de se barrer quoi. Ouais. Et c'est quelqu'un en fait vraiment, j'arrive pas à savoir si c'est de l'arrogance ou c'est de l'humilité. Selon Jim Thompson, elle a compris en fait qu'il avait du succès le jour où il a arrêté de lui faire lire ses scripts avant de les envoyer au dessinateur. Et toujours selon elle, en fait, l'un de ses plus grands fans à Brian Azzarello, c'est Samuel L. Jackson, qui est venu plusieurs fois en convention essayer de le rencontrer pour ça quoi. Et quand t'as quand même un acteur poids lourd comme Samuel L. Jackson, tu peux te la péter, et Azzarello en parle jamais quoi. Mais le truc c'est que là en plus, comme je le disais, ses lectures de jeunesse c'était des comics de guerre, et notamment ceux de Joe Kubert, et je crois que tu vas nous parler de lui. Ah ouais, alors de son vrai nom, Youssef Kubert, ou qui se fait appeler depuis Joe Kubert, Joseph, parce qu'il n'est pas né aux États-Unis, Joe Kubert, il est né en Ukraine en 1926, en fait juste à la nord de la frontière roumaine, et à l'époque ce n'était pas l'Ukraine, c'était la Pologne. C'est un peu compliqué, mais suite à la Première Guerre mondiale, donc une partie de l'Ukraine s'est retrouvée polonaise. Mais bon, il va pas y rester très longtemps parce que ses parents, Etta et Jacob, vont émigrer à Brooklyn, aux États-Unis, à New York, alors qu'il a à peine 2 mois. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1926, la communauté juive ukrainienne de l'époque, et comme dans beaucoup d'autres pays européens, était ostracisée, et l'antisémitisme y a été très très fort, ce qui fait que les juifs vivaient entre eux sans réelle possibilité d'ascension sociale. Alors c'est pas du tout un antisémitisme comme on trouvait, qui était dû, comme on en trouvait en Allemagne par exemple, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les Polonais de l'époque avaient peur des juifs pour une raison assez simple. Ils avaient peur que les juifs ne répandent le communisme, parce que Trotsky était juif lui-même. Oh. Donc il y avait un antisémitisme qui montait dans tout l'est de l'Europe par peur du communisme. Ok, c'est assez particulier. Et donc le père de Joe, Jacob, il avait vraiment envie que ses enfants puissent grandir en dehors de la pauvreté, puissent s'élever socialement. Donc il a décidé d'émigrer aux États-Unis pour offrir un meilleur futur à sa famille. C'était vers quelle année ça ? 1926. Ah oui, à 3 ans près, c'était une bonne idée, hein. Ouais, c'est ça. Et
juste avant la Grande Dépression. Mais en fait, il y a vraiment pour les Juifs à cette époque-là, dans les pays de l'Est, il y avait aucun avenir. Les Juifs ne pouvaient vivre qu'entre eux. Ils étaient impossible de s'installer dans les grandes villes. Ils vivaient dans des bidonvilles à l'extérieur des grandes villes. De toute façon, malheureusement, c'est annonciateur de ce qui allait se passer quelques années plus tard. Alors pour la petite histoire, Joe, qui a un peu plus de 2 mois quand il débarque à Brooklyn, il a débarqué nu du bateau qu'il amenait d'Europe parce que sa mère avait épuisé toutes les couches qu'elle avait apportées pour le voyage. Donc Joe est arrivé littéralement nu aux États-Unis, dans tous les sens du terme. Il était prêt à découvrir une nouvelle vie. Une seconde naissance en tant qu'Américain. Il le dit lui-même. Il le dit exactement lui-même. Alors l'installation des Kubert à Brooklyn, imagine, ça s'est pas fait très facilement parce que c'était un petit peu pour eux comme Clark Kent venant de Smallville pour s'installer à Metropolis. C'était des vrais bouseux de la campagne ukrainienne qui s'installent dans une très grande ville, quoi. Donc c'était des gens qui venaient d'une communauté rurale où tout le monde se connaissait et ils s'installent dans une grande ville où ils connaissaient personne. Ils avaient la sœur de la femme de Joe qui était déjà là, qui les a aidés au début, mais sinon ils ont dû se faire tout seuls. Alors Joe, lui, par contre, il va très bien s'y faire. Lui, dès tout gamin, il va commencer à sortir, à aller tout seul dans les rues et à traîner et à dessiner notamment sur les trottoirs de New York. En 2003, dans une interview au journal Jewish Week, il raconte que lorsqu'il avait 3 ou 4 ans, les voisins, ils achetaient des bouts de craie pour qu'il puisse dessiner des images dans les rues. Tellement il était déjà talentueux, les gens voulaient qu'il dessine pour eux. Oui, non, mais de toute façon, quand on voit son trait tout au long de sa vie, on sait que c'était déjà un prodige. C'est ça, c'est le Mozart du dessin, en fait, Joe Kubert. Alors ses parents, tout de suite, vont se rendre compte du talent du fiston, et ils vont pas du tout essayer de le dissuader, ils vont même l'aider en lui payant une table à dessin, alors qu'il est tout jeune, en pleine dépression, ce qui à l'époque est un énorme sacrifice financier pour eux. Mais ils voyaient d'un très bon œil que leur petit s'intéresse à l'art plutôt que de rejoindre un gang, comme beaucoup de jeunes du quartier de l'époque le faisaient. Tant et si bien qu'à 12 ans, en 38, il décroche son premier job à $5 la page, ce qui à l'époque est énormément d'argent, et il va pouvoir comme ça apprendre le métier en faisant de l'ancrage, des couleurs ou du dessin, et il va notamment bosser sur du Archie. Ça je savais, oui, je savais qu'il a commencé très tôt et sur des comics comique justement. Mais il va vraiment tout faire. Et alors il va aller dans adolescent, il va fréquenter un lycée spécialisé dans l'art, donc la Manhattan High School of Music and Art. Mais en fait, il va surtout se faire la main en allant directement voir les auditeurs, en proposant ses services, tant et si bien qu'il va passer plus de temps chez ces éditeurs-là. Les éditeurs, pas les auditeurs. J'ai dit auditeurs, pardon. J'ai dit éditeurs. Et en fait, il sèche complètement les cours de plus en plus parce que son talent est tellement reconnu par ses éditeurs, les petits éditeurs qui ont besoin de petites mains, surtout en 1938 et encore plus après, pendant la guerre, parce qu'ils vont avoir besoin de gens, parce que les dessinateurs habituels sont partis à la guerre. Oui, et puis parce que le comics est devenu un marché rentable, ce qui n'était pas le cas vraiment avant 38, quoi. Il va faire du strip à la chaîne, notamment pour le studio Chesler. Alors là, il va en faire. Mais il en fait tellement, et en fait, c'est tellement, le dessinateur n'est pas du tout reconnu, que c'est très difficile de savoir ce qu'il a fait. Même lui, il sait plus. Alors il va falloir attendre 1942 pour trouver il a 16 ans à l'époque, pour trouver la trace de son premier travail professionnel, alors que ça fait déjà quelques années qu'il travaille pour les studios. Et il va dessiner et ancrer tout seul un récit de 6 pages qui s'appelle Blackout dans Catman Comics. Et après 3 autres numéros qu'il va faire tout seul, il va passer sur Blue Beetle de Fox Comics. Un Blue Beetle qui est connu aussi parce que Jack Kirby notamment en a fait. Oui. Ensuite il va changer complètement de style, il va faire les colorisations des réimpressions de Spirit de Will Eisner pour un supplément du dimanche. Ça va, il y a pire comme référence, quoi. Il a pas encore 20 ans, il s'est dessiné, il s'est ancré, il s'est colorisé, il sait tout faire. Alors que en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que à cette époque-là, vu qu'il y a un énorme manque de dessinateurs, parce que beaucoup de dessinateurs sont partis à la guerre, Joe Kubert, lui, il lâche l'école et il sait en profiter pour aller se faire sa place, et il accepte tout ce qui passe. Puis il a raison, hein. Ah bah oui. En 43, Kubert, il va faire son premier comics pour DC. Alors à l'époque, ce n'est pas encore DC, c'est All American Publications et c'est DC, c'est l'éditeur qui va vraiment marquer la carrière de Joe Kubert. Ouais. Et ça, son tout premier travail, donc pour eux, c'est une histoire de 7 pages qui va dessiner et ancrer, comme d'habitude, sur les super-héros assez célèbres de l'époque, les Seven Soldiers of Victory, au sein du numéro Leading Comics numéro 8. Mais c'est à partir de 45 qu'il va commencer à prendre en main un personnage qui va vraiment marquer à la fois Joe Kubert, mais aussi tout le Golden Age, c'est Hawkman. Et c'est un personnage qui va être dessiné pendant des décennies. Et à l'époque, Hawkman n'avait pas sa propre série, donc il dessinait le personnage dans les numéros de Flash ou dans All Star Comics. Arrive 1950, alors qu'est-ce qui se passe dans le monde en 1950 ? On a tendance à l'oublier, mais il y a une autre guerre dans laquelle les États-Unis sont impliqués, et c'est la guerre de Corée.
Et Joe Kubert va être drafté, mais il va avoir de la chance, il va pas être envoyé en Corée, il va être déployé en Allemagne. Ouais. Il en parle beaucoup en fait du fait qu'il a eu de la chance parce que la majorité de ses copains qui étaient draftés en même temps que lui, qui ont fait l'entraînement avec lui, ils sont jamais revenus. On oublie souvent que la guerre de Corée, c'est une guerre qui a fait plus de morts encore que la guerre du Vietnam, et seulement en 3 ans. Hein. Oui, et comme on disait dans l'épisode sur c'était quoi, New Frontier. Ouais. Le problème, c'est que c'est une guerre qui est considérée comme une blague, alors que ça a fait des millions et des millions de morts. Alors à son retour d'Allemagne, en marge de ses activités avec DC, il devient rédacteur en chef alors qu'il est encore tout jeune, d'une publication, St. John's Publications, où il va produire la toute première bande dessinée en 3 dimensions, Three Dimensions Comics numéro 1. Et est-ce que tu sais à combien d'exemplaires s'est vendu ce Three Dimensions Comics numéro 1 ? Oh allez, ça tape le million. 1,2 million d'exemplaires. Oh la vache. Et aujourd'hui, tous les éditeurs rêvent de faire ça. Et à la même époque, il va créer un personnage aussi qui va devenir important pour lui, le personnage de Thor. Alors pas Thor, le héros nordique, T.O.R. T.O.R. Voilà, c'est le héros de l'ère préhistorique. Personnage qui paraît un peu comme Hawkman, sur lequel Kubert va revenir au fur et à mesure des décennies de sa carrière. Et c'est un personnage qu'on va retrouver à la fois chez Marvel et chez DC d'ailleurs. Et ça, c'est un titre aussi qui était. On parlait la dernière fois des revues de poche en noir et blanc qui étaient publiées en France. Thor était souvent publié là-dedans. Tout à fait. J'ai trouvé l'information aussi. Non, moi je les lisais là-dedans. En 55, Kubert va revenir chez DC. Et là, il va revenir sur un style qui va vraiment faire sa carrière, sur le style du comics de guerre, avec le Army at War numéro 32. Mais avant vraiment de s'attaquer aux comics de guerre, sur lequel il va vraiment faire de longues années, il va encore faire un petit peu de comics de super-héros. Et il va s'illustrer en collaborant au retour des super-héros chez DC, en ancrant un numéro qui va devenir mythique. C'est presque le numéro qui lance le Silver Age chez DC. C'est le Showcase numéro 4. Ah oui. Qui marque le retour de Flash. Ouais. Et la série, c'est un petit peu une surprise à l'époque, mais elle va rencontrer un énorme succès. Et ça, comme je le disais, ça lance carrément le début de l'âge d'argent du comic. C'est le retour du super-héros, suivi. Oui, c'est surtout ça. C'est vraiment que c'est la résurrection du style super-héroïque. Qui avait complètement disparu. Ouais. Ouais, non. Après, voilà, c'était quand même une équipe All-Star qui était sur le numéro, quoi, en termes d'auteurs et de dessinateurs. Alors, c'était Infantino au dessin et au scénario, je sais plus. Alors, Joe Kubert, on n'arrête pas de parler de différents styles il fait du super-héros, il fait du comics de guerre, il fait du préhistorique. Il est très versatile, en fait. Et dans les années qui vont suivre, ça va continuer, Il va travailler sur une série Prince Viking, puis sur du G.I. Combat, une série de guerre mettant en scène un personnage qui va devenir très important pour lui, donc le fameux Sergeant Rock. Ouais. Puis après, il va revenir à Hawkman, avec Gardner Fox au scénario, pour créer une nouvelle version du personnage dans The Brave and the Bold numéro 34. Donc c'est la version du Silver Age qui est très différente de celle qu'il a dessinée plutôt dans le Golden Age. Et il va devenir carrément le boss de DC, le directeur des publications entre 67 et 76, mais il dessine toujours notamment les comics de guerre. Il va faire du Unknown Soldier, le personnage principal de Star Spangled War Stories, et il va aussi faire des adaptations de Edgar Rice Burroughs. Il va faire du Tarzan ou du Korak, le fils de Tarzan et Jane. C'était beau, c'est Tarzan, bordel. Ouais, c'est monstrueux, Oh là là, cette claque à chaque fois. Et après, il va éditer pendant de longues années le comics de guerre Sergeant Rock. Il va d'ailleurs avoir le surnom de War Artist à un moment de sa carrière. Mais lui, alors par contre, il va toujours se défendre de mettre en avant la guerre. Bien au contraire, lui, ce qui l'intéresse, c'est pas la guerre, c'est le courage des soldats dans des guerres idiotes qui les dépassent. Et il finissait tous les épisodes de Sergeant Rock à l'époque avec la phrase Make War No More. Parce qu'il faut voir que c'est la série Sergeant Rock qu'il éditait et qu'il dessinait, c'était dans les années 70, en pleine guerre du Vietnam. Non, et en fait, je crois qu'il a un peu défini ce qui, pour moi, différencie un bon film de guerre d'un grand film de guerre. Pour moi, un grand film de guerre, il célèbre les gens qui ont participé pour sauver la situation plutôt que simplement la gloire de l'Amérique. Ouais. C'est vraiment, quand tu prends un film comme Il faut sauver le soldat Ryan, ou récemment là Tu ne tueras point. Ouais, c'est ça, Tu ne tueras point. Ouais, le film de Mel Gibson. Voilà. Pour moi, c'est des grands films de guerre parce qu'ils célèbrent l'héroïsme. Ouais. C'est pas une histoire de pays, c'est pas parce qu'ils sont américains, c'est parce que ce sont des gens héroïques. Et c'est exactement le motto de Joe Kubert. Lui, le surnom de War Artist, ça lui plaisait pas. Par contre, il disait, si vous voulez m'appeler l'anti-War Artist, là, ça me va. Ouais.
l'artiste anti-guerre. Après voilà, lui comme tu le disais, il est arrivé dans le comics en voyant tous ses mentors partir au front, certains ne pas revenir. Dans les années 50, quand il a fait la guerre de Corée, comme tu le disais, la plupart de il a pas fait la guerre de Corée. Mais voilà, il a participé à l'effort de guerre, mais il a pas fait lui-même. Quand il était en fait, il était dans les communications, si je me rappelle bien, en fait. Et le truc, c'est qu'il a vu tous ses copains de son âge ne pas revenir. Ouais. Et comment tu peux être pour la guerre quand tu vois ça, quoi? Alors ce qu'il y a, faut pour revenir à une note un peu plus légère, pourquoi en fait quelqu'un qui déteste la guerre autant était choisi pour dessiner des comics de guerre? C'est à cause de son style visuel, qui était très atypique pour l'époque, parce qu'il a un style très brut, très puissant, et ce qui rendait parfaitement adapté pour capturer la brutalité du combat. Et lui, justement, il était très content de pouvoir rendre hommage aux héros de la guerre et dénoncer la guerre en elle-même. Ouais. Donc c'était une très bonne combinaison. Ouais. Alors il va quitter son poste chez DC en 76 pour fonder sa propre école de dessin avec sa femme Muriel, ce qui est devenu maintenant la très célèbre Joe Kubert School of Cartoon and Graphic Arts, qui est située dans le New Jersey, et c'est une école qui est toujours active aujourd'hui et qui a formé un nombre impressionnant de professionnels qui travaillent actuellement dans l'industrie. On peut citer. Alors la liste elle est longue comme le bras. Alors je vais juste citer Shane Davis, Amanda Conner, Alex Maliv, Lee Wicks. C'était quelques-uns qui sont très important aujourd'hui. Rex Morales qui a un style très 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 proche vraiment de Joe Kubert, mais même Lee Wicks, tu vois l'influence de Kubert dans son dessin. Bien sûr. C'est dynamique, c'était vraiment un grand artiste et ça a dû être un très grand prof pour marquer autant de grands artistes. Je les ai pas cités, mais évidemment c'est deux fils qui ont fait son école aussi et qui sont professeurs maintenant à cette école. Andy et Adam Kubert. Alors le problème avec le fait qu'il se lance dans son école, c'est qu'il va se faire plus rare dans le milieu du comics. En fait, donc à partir de ce moment-là, il va plus participer qu'à quelques épisodes ici ou là. Alors DC Comics est assez intelligent pour faire appel à lui pour des épisodes clés. Normal. Voilà. Donc dès qu'il y a un numéro anniversaire, on demande à Joe de nous faire quelques planches. Toujours sympa. Bah oui. Alors, dans les années 90, il va revenir à l'écriture de comics et au dessin avec des romans graphiques pour Epic ou Malibu Comics. Et c'est en 96, à l'âge de 70 ans, qu'il va frapper un grand coup en signant pour moi ce que je considère son chef-d'œuvre, Fax from Sarajevo. C'est un roman graphique de plus de 200 pages publié chez Dark Horse à l'époque. C'est un livre incroyable. Ça retrace l'histoire. Rien que l'histoire du comics en lui-même est incroyable, au-delà de la qualité du comics. Ouais. C'est l'histoire de son agent à l'époque, son agent européen qui s'appelle Ervin Rustemagic. Excusez-moi si je prononce mal son nom, qui habitait à l'époque à Sarajevo, qui a vu sa maison détruite lors du siège de Sarajevo et qui a continué à vivre dedans pendant 2 ans et demi dans les décombres. Et son seul moyen de communication avec l'extérieur, c'était un fax, et Joe Kubert était une des personnes qui recevait ces fax. Donc Joe a décidé, une fois que la guerre était terminée, d'utiliser ses fax et de raconter son histoire en comics. Donc c'est un véritable récit de vie en temps de guerre, et Joe Kubert va en faire un récit de bande dessinée qui est au-delà du poignant et bouleversant, et qui lui vaudra entre autres un Eisner, un Harvey Award du meilleur roman graphique. Un vrai chef-d'œuvre. Non, c'est un des bijoux de la bande dessinée pour moi. C'est vraiment un bouquin, j'en suis pas sorti indemne à l'époque où je l'ai découvert, quoi. Ce qui est absolument hallucinant, c'est de voir les planches de Kubert et puis après intercalés sont les fax, les vrais fax qu'il a reçus, et on se rend compte, on voit les pages et on voit les atrocités, et après en lisant le fax, on se rend compte que Kubert en fait a été n'est pas allé aussi loin que ce que son ami lui racontait dans les fax. C'est terrible. On se rend compte en fait que la réalité est tellement pire que tout ce que Kubert pouvait mettre en image. Terrible. On vous recommande tous les deux très très chaudement la lecture de Fax from Sarajevo, qui a été publié plusieurs fois en français aussi. Ouais, ça se trouve sans problème. Alors là, on arrive dans les années 2000. Joe Kubert a près de 80 ans. Tu vas dire qu'il va se calmer un petit peu. Que nenni. Non, en fait, Kubert, à partir dans ces dernières années, il va se faire plaisir. Donc, il va revenir sur des personnages qui ont fait sa gloire, notamment avec le Sergent Rock en 2003 et Brian Azzarello, donc le titre qui nous réunit aujourd'hui. Et qu'il n'aurait pas dû faire à la base. Non, c'est vrai qu'il devait pas le faire à la base. Il devait juste faire les covers, ça devait être une série en 12, et puis il devait faire les covers, et en fait, plus en parlant, en parlant avec Karen Berger, au bout d'un moment, comme il était un peu assistant, bon, tu veux le faire ce bouquin ou quoi? Non, vraiment, c'est... Alors, moi, je trouve que sur le livre, si on peut revenir vite fait, il a un style vraiment très épuré, c'est très différent de ce qu'il faisait sur les Sergent Rock, sur lesquels il travaillait 30 ans avant. Je pense qu'en fait, le truc, c'est que pour tenir les délais, sachant qu'il a fait les illustrations, l'ancrage et la couleur, je pense que c'est pour ça qu'il a dû épurer son style énormément. Après, ça donne un côté, on en parlait justement avant d'enregistrer, ça donne un côté très européen
aux comics. La colorisation aussi contribue à ça, avec des couleurs très pastel, qui débordent même qui débordent même des personnages. C'est très particulier. Hein. Et notamment, il y a le personnage d'une femme qui apparaît vers la fin du comics. Ce personnage a physiquement des caractéristiques qui font très Manara dans le visage. Ouais. C'est d'accord. C'est assez impressionnant, mais après oui, c'est vrai que quand tu es habitué au style la Kubert School et que tu te retrouves avec ça change beaucoup. Alors en 2008, toujours actif, il va revenir sur son personnage Thor chez DC avec une mini-série en 6 épisodes chez DC. Et puis après, donc il va aussi continuer à faire des comics un petit peu sur le thème de la guerre, notamment en 2003 sur le ghetto de Varsovie et Dong Shai en 2010 sur la guerre du Vietnam. Oui, il a toujours aimé parler de ça, et comme tu le dis, c'est pas un anti-militariste, c'est un anti-guerre. Ouais. Et vraiment, il voulait célébrer les hommes qui font la guerre et cracher sur l'horreur de la guerre. Alors son dernier travail en date, il date de 2012, juste avant sa mort, où à 86 ans, il ancrait encore son fils Andy sur la mini-série Before Watchmen consacrée à Night Owl. Et il est mort avant de finir la série. Je crois qu'il a fait 3 des 6 épisodes. Ouais. Et c'était pour moi une des. C'est de bonnes séries, ouais. C'est une des rares très bonnes séries de Before Watchmen. Après, justement en 2012, donc Brian Azzarello était dans une convention et donc lors de la conférence, un des fans a posé la question par rapport à la mort de Joe Kubert, comment il avait vécu ça. Et Azzarello, en fait, a eu un moment où il a laissé montrer son côté sensible et il a répondu après un silence. Quand j'ai reçu le message, j'étais avec mes enfants et ils m'ont tous demandé ce qui n'allait pas. J'ai juste dit qu'un très bon ami à moi était parti. Tout le monde dit qu'il va nous manquer, mais en fait non, on va se souvenir de lui et c'est ça la grande différence. Je trouve que c'est très juste. Joe Kubert a marqué vraiment le comics de son empreinte, de son style. Personnellement, je vais partir sur un petit point personnel. Pour moi, si j'essaie de remonter sur la plus ancienne image que j'ai vue de ma vie, je remonte en fait à une pub pour Sergeant Rock qui était au dos des fascicules de poche dont on parlait la dernière fois. Ouais. Et c'est un dessin de Joe Kubert, quoi. Où t'as le Sergeant Rock mitraillette au poing qui court vers le lecteur. Et d'une certaine partie, si j'aime autant le comics aujourd'hui, c'est parce que lui m'a donné le goût quand j'étais gamin et il m'a redonné le goût quand j'étais adulte avec Fox from Sarajevo. C'est pour moi un dessinateur qui est très très important. Ah ouais. Mais justement, tu disais qu'il a fait une grande part de sa carrière dans les comics de guerre. Tu peux développer un peu ça ? Les comics de guerre, c'est un genre qui existe depuis à peu près aussi longtemps que les comics, c'est-à-dire depuis les années 30. Alors, on l'a déjà raconté ici plusieurs fois, le comics moderne, ça vient du strips, notamment des funnies, qu'on trouvait dans les journaux de l'époque. Et c'est suite au succès de Action Comics et de Detective Comics on a en gros les vrais premiers super-héros, Superman et Batman, que les comics ont vraiment changé. On est dans un contexte géopolitique mondial vraiment difficile à cette époque-là, 1939, et on peut presque considérer donc que les comics eux-mêmes sont nés de la guerre. Ce qu'il faut voir, c'est que les enjeux sociaux, c'est la préoccupation primordiale des lecteurs à la fin des années 30, avant la guerre. Donc c'est pour ça que à l'époque, les lecteurs aimaient bien que les super-héros allaient se battre contre ceux qui exploitaient la crise à leur propre avantage. On peut penser aux premiers antagonistes de Green Lantern, Superman, Batman, c'est souvent des hommes d'affaires corrompus. Ouais. Qui maltraitent les travailleurs pauvres pendant la dépression. Et alors, une fois que la Grande Dépression se termine, va falloir trouver de nouveaux antagonistes. Et ça tombe bien entre guillemets, mais les comics vont commencer à s'intéresser aux méchants qu'on trouve outre-mer, notamment le japonais, le Japon qui vient d'attaquer la Chine, ou aussi la menace allemande qui commence à peser sur l'Europe. C'est pour ça qu'on va trouver des histoires comme ça, les toutes premières histoires qui s'en prennent comme ça aux Allemands ou aux Japonais, c'est dans Terry et les pirates de Milton Caniff. Oui, exact. Mais avant de s'intéresser à la Seconde Guerre mondiale, alors là pour le coup pendant la Seconde Guerre mondiale, les comics de guerre ça va y aller, mais ce seront des comics vraiment de propagande. Pour des raisons évidentes, on aura beaucoup de comics qui montreront à quel point les méchants allemands, les méchants japonais face aux gentils américains. Mais avant de parler de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu d'autres guerres qui ont donné lieu à des comics. Alors là, je fais un saut dans le temps complètement dingue. Dans un style tout en violence et très abrupt. Par exemple, 300 de Frank Miller chez Dark Horse en 98 raconte la bataille des Thermopyles en 480 avant Jésus-Christ. C'est un comics de guerre. Tout à fait. Alors la guerre de 100 ans aussi a donné lieu à des comics, notamment un comics écrit par Warren Ellis en 2007.
On pourrait aussi citer la version illustrée du roman de Stephen Crane, de Red Badge of Courage, pour en apprendre davantage sur la guerre civile américaine. Alors la Première Guerre mondiale, il y a aussi quelques comics, mais pas tant que ça, hein, mais notamment la Charlie's War, c'est un comics britannique qui était publié en 75, qui est carrément étudié à l'école en Angleterre. Oui, non, mais c'est un excellent comics. Hein. Je conseille la lecture. Hein. C'est un comics en fait qui est assez proche de ce que faisait Joe Kubert à l'époque, qui était pas du tout sentimental, qui était pas du tout des comics de propagande, mais c'était vraiment ça montrait c'est un comics vraiment qui faisait honneur aux héros mais qui dénonçait clairement la guerre. Oui, non, c'est vraiment un très très bon comics. Mais l'ennemi n'était pas du tout vu comme un héros, mais c'était un petit peu on voyait l'ennemi comme on voyait le héros. C'était des personnages qui subissaient la guerre, chacun dans leur camp. C'était très différent de ce qu'on avait dans la Seconde Guerre mondiale, où vraiment on avait une vague de comics qui était très manichéen. Oui, où t'avais le fameux chien jaune avec les dents très longues et compagnie. Exactement, et c'est pour ça que j'allais citer Captain America, donc la fameuse couverture du premier Captain America chez Timely Comics en 41, où on avait Captain America qui mettait son coup de poing dans la figure d'Hitler. Oui, et Superman aussi l'avait fait aussi plus tard. Et nombreux éditeurs vont s'engouffrer dans la brèche et vont faire des comics à l'appel pour glorifier le soldat américain dans tout un tas de récits de propagande dans lesquels les Japonais, c'est souvent soit des lâches, soit ils sont montrés de manière complètement raciste. Hein, tu le disais, donc les Japonais avec les longues dents. Voilà. Il va falloir attendre en fait l'après-guerre pour voir des comics qui vont avec des séries plus complexes, notamment dans un vrai âge d'or du comics de guerre entre les années 50 et 70. C'est en fait pendant les guerres de Corée et les guerres du Vietnam qu'on va avoir les meilleurs comics sur la Seconde Guerre mondiale. En fait, on en parlait dans l'épisode New Frontier aussi de ça, c'est justement suite à la Seconde Guerre mondiale, les comics de super-héros ont périclité parce qu'au final, t'avais un héros chez toi qui s'allait lire les aventures d'un héros qui n'existait pas, quoi. Et surtout que les auteurs de l'époque avaient eux-mêmes connu la guerre. Joe Simon, Jack Kirby ou Eisner, ils ont fait la guerre. Donc quand ils sont revenus, ils ont voulu raconter leurs histoires. Et donc c'est normal. Mais même si donc il y avait des guerres à l'époque-là, eux ils racontaient la guerre qu'ils avaient vécue. C'était aussi plus facile de raconter l'horreur de la guerre en parlant d'une vieille guerre dans laquelle les Américains étaient revenus en héros que de parler de la guerre de Corée dont tout le monde se fichait. Hein. Oui, donc c'est ça, c'était la différence principale, ouais, c'était vraiment le ressenti entre les deux guerres, quoi. Alors les tout premiers comics qui n'étaient pas complètement manichéens et chauvins, ce que j'ai pu recenser, ils viennent de Two Fisted Tales en 50 et Frontline Combat en 51 chez EC Comics. Et notamment Frontline Combat, il y a une couverture très célèbre dans laquelle on voit un jeune orphelin en pleurs. Un jeune orphelin coréen, pardon, en pleurs. Ce qui était inimaginable pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah, ça pouvait t'envoyer en prison, même à l'époque où ils ont publié ça, quoi. Ouais. Alors donc dans ce fameux âge d'or du comics de guerre, il y a quelques titres qui ont tiré leur épingle du jeu et qui sont toujours très très célèbres maintenant, qui ont duré très longtemps. Alors, on peut citer pêle-mêle chez DC Black Hawk, J-Combat, le Unknown Soldier, chez Charlton Comics Battlefield Action, Fighting Army, Fighting Marines, et chez Marvel notamment on a eu Sergeant Fury and His Holding Commandos. C'est des séries qui ont duré longtemps. Hein. Chez DC, Sergeant Rock a été créé en 59 par Joe Kubert et Robert Kanigher dans les pages de War Army at War 83, et c'est devenu une vraie icône du comics américain. C'est devenu l'icône du GI, quoi. C'était même au-delà de l'icône du GI, c'était un vrai héros de comics aussi populaire à l'époque que peut l'être Spider-Man, Captain America, Batman. Oui, après sa retraite de la guerre où il est devenu je crois général ou quelque chose comme ça, Rock par la suite. T'avais de nombreuses histoires des années 70 de Batman où Rock venait prêter main forte à Batman. La série va même changer de nom. Hein. Army at War va devenir Sergeant Rock en 77 et ça va durer jusqu'au 88. D'ailleurs, la plupart des séries de guerre qui étaient centrées sur la Seconde Guerre mondiale vont d'ailleurs plus ou moins s'arrêter au milieu des années 80. Ouais. Le genre va péricliter, un petit peu comme le genre de super-héros avait périclité après la Seconde Guerre mondiale, mais dans l'Amérique des années Reagan, les comics sur la Seconde Guerre mondiale, ça n'a plus grand intérêt. Par contre, va y avoir toujours un comics de guerre pendant les années 80. C'est pas du tout rigoureux historiquement, très centré sur l'action. Est-ce que tu vois de quoi je veux parler? Non, du tout. G.I. Joe. Oh oui. c'est un vrai comics de guerre, mais bon, c'est complètement loufoque, avec à sa tête Larry Hama. Hein. Et savais-tu qu'à la base, G.I. Joe ne devait pas être G.I. Joe, mais une série dérivée de Sergeant Fury? D'accord, non, je ne savais pas. Ouais, parce que je l'ai pas dit, mais G.I. Joe vient de Marvel. Hein. Ouais, en fait,
pour créer la série, à la base, ils voulaient donc créer une unité militaire un peu farfelue à la Marvel, quoi, qui était dirigée en fait par le fils de Nick Fury. D'accord. Et le truc, c'est que comme au même moment, la ligne de jouets G.I. Joe est revenu plus ou moins à la mode. Oh bah tu peux enlever le moins, hein, c'était carrément non, à la mode à l'époque. En fait, non, à ce moment-là, en fait, la série était même pas lancée, la série de jouets était pas lancée. D'accord. C'est en fait, G.I. Joe était une série de jouets des années 60-70. Tu te rappelles des Big Jim que nous on a eu? Ouais, bien sûr. En fait, c'était ça, les G.I. Joe à la base. Et donc la gamme de jouets avait périclité. Il parlait justement suite au succès des gammes de jouets He-Man and the Master of the Universe. Les maîtres de l'univers, oui. Voilà, il parlait de relancer une nouvelle série de jouets et justement Marvel s'est mis en contact avec le fabricant de G.I. Joe, c'est, je sais plus, je crois que c'est Hasbro de mémoire. Ouais, ça devait être Hasbro, ouais. Et donc ils avaient été les voir, ils en ont parlé, et en fait ils ont conçu en collaboration la gamme de jouets. D'accord. Et les comics qui en ont découlé, le dessin animé. Mais à la base, ça devait être un nouveau Sergeant Fury, quoi. Sauf que c'était Sergeant Fury Junior. Alors, et maintenant tu vas me dire, et de nos jours, qu'en est-il ? Et de nos jours, qu'en est-il? Eh bien, c'est assez simple, cher Spades. Le genre existe toujours, mais avec en fait, c'est maintenant, on a de temps en temps quelques mini-séries sur des événements ponctuels. Alors, t'as un auteur qui s'est fait l'expert de ces séries sur la guerre, c'est Garth Ennis. C'est une de ses spécialités. Il publie régulièrement des anthologies de guerre, chez à peu près tous les éditeurs. Il a signé Enemy Age chez DC, War Story chez Vertigo, Nick Fury chez Marvel, War Story chez Avatar, Battlefield chez Dynamite, et ainsi de suite. Mais en dehors de Ennis, les comics ayant pour thème la Seconde Guerre mondiale ou le comics de guerre en général, ils ont vraiment commencé à disparaître dans les années 90 et on va voir apparaître un sous-genre grâce à Joe Sacco, qui est un journaliste qui en 93 avec sa série Palestine publiée chez Fantagraphics va raconter les horreurs du conflit israélo-palestinien mais sous la forme d'un reportage illustré. Et on va en avoir plusieurs de ce style-là dans toutes les années 2000. Et la guerre en Irak aussi aura le droit à quelques comics, mais très très peu, parce que en fait le conflit est rarement montré de manière frontale. C'est souvent un décor pour raconter une histoire en milieu hostile, comme Pride of Baghdad de Brian Kevough ou alors le Sheriff of Babylon de Tom King. Ce que j'étais en train de penser, ouais. Mais il y a un vrai comics de guerre sur la guerre en Irak, moi j'en connais pas. Je t'avouerai que là, je sèche un peu. Ça doit certainement exister, mais c'est passé sous le radar, donc si un auditeur en connaît un, on le remercie d'avance de nous le citer, quoi. Mais bon, on va revenir sur le comics dont on parlait aujourd'hui, notamment qui met en scène le Sergent Rock et sa compagnie qui est très très célèbre, la fameuse Easy Company. Oui, en fait, l'escouade de Rock, c'est donc historiquement la Easy Company qui est en fait une des plus grandes unités militaires de la Seconde Guerre mondiale. Donc, de son vrai nom, la seconde compagnie du second bataillon du 506e régiment d'infanterie parachutée de la 101e division aéroportée. On va continuer à les appeler Easy Company si ça dérange personne. Donc, en fait, elle a été composée officiellement de 140 hommes. Et au final, elle en a compris 360 dû aux différents remplacements et ce fut l'une des unités les plus vaillantes lors des combats en Europe. Elle a été créée en 1942 en Géorgie, au clan Takoa, pour préparer l'invasion de l'Europe. Donc le concept des unités aéroportées, c'était ultra récent à l'époque. Personne ne savait ce que c'était. Et tu as tous ces gens qui venaient s'engager dans l'armée suite à la Pearl Harbor. En fait, il y a eu un vrai mouvement de foule pour que les gens viennent à l'armée, quoi. Les recruteurs se battaient pour refuser des gens. Et t'as eu des personnes qui se sont suicidées parce qu'ils ont été recalés à l'armée, quoi. Donc tous ces gens-là sont dans les bases militaires et les différentes unités appellent. Donc pour l'armée de l'air, venez ici, pour l'infanterie, et pour l'aéroportée, venez là. C'est quoi l'aéroportée? Donc c'est simple, on te prend, on te balance en parachute derrière les lignes ennemies, et si tu survis, on t'essaie de les prendre à revers. Étrangement, ça a attiré très peu de candidats. Ah ouais, il fallait être un peu tête brûlée, quoi. Donc du coup, pour pouvoir recruter, ils ont doublé la solde de base de ceux qui s'inscrivaient. Donc, à la place du salaire de base, ils touchaient l'incroyable fortune de $100 par mois pour aller au suicide potentiel. Donc, $100 de l'époque, ça équivaut quand même à $1 548 d'aujourd'hui. Ça reste pas fou, Soit à peu près de 1346 €. Donc, en fait, les membres de la Easy Company ont été entraînés au Tentacoa, parce que oui, ils ont quand même trouvé des tarés pour aller se faire buter en parachute pour $100 par mois. Ils furent dirigés donc par le capitaine Sobel,
qui va les pousser à s'entraîner, mais 10 fois plus que les autres unités. Notamment les obligeant à gravir le mont Kuraï, qui est en fait la montagne qui est juste derrière le camp, presque tous les jours. Et Kuraï, en fait, en Cherokee, ça veut dire quelque chose comme se dérayer sans seul. Ce qui va devenir en fait la devise de la Easy Company, donc We Stand Alone. L'entraînement sous les ordres de Sobel est tellement dur et éprouvant que ça a uni tous les hommes grâce à la haine qu'ils voient à leur supérieur. Ils le détestaient tellement qu'ils sont tous devenus mes super potes. Ouais, c'est l'entraînement d'avant qu'ils mettaient le jacket. Voilà, en fait, c'est plus ou moins ça, quoi. Et le truc, c'est qu'ils étaient vraiment, mais beaucoup plus unis que toutes les autres unités du clan Takoa. Donc, en fait, le E de Easy Company, en fait, c'était pour montrer que c'était la division E du clan Takoa. Et donc, selon tous les membres de cette Easy Company, c'est cette union qui leur a permis, en fait, de survivre tous ensemble à tout ce qu'ils ont vécu, quoi. Survivre tous ensemble, oui. Ouais, Non, enfin, beaucoup qui ont pas survécu. Non, voilà. mais ceux qui ont survécu depuis le clan Takoa. Le problème avec Sobel, au-delà du fait qu'il soit tyrannique, c'est surtout que c'était, disons qu'au niveau terrain d'opération, c'était un peu une chèvre, voire totalement. Il était incapable de mener ses hommes correctement, il les faisait tomber dans tous les traquenards possibles et compagnie. Donc, du coup, les sous-off de la Easy Company, ils se sont fait, ouais, non, on part pas au front avec lui, il en est hors de question. Et, ils ont refusé, ils se sont fait donc condamner pour rébellion, et ils ont perdu donc leur grade de sous-off, ils sont devenus troufions de base au sein de la Easy Company, mais le général s'est dit ouais non, là on va pas les envoyer avec lui, ils ont peut-être raison au final, quoi. Donc Sobel en fait a été balancé en tant qu'instructeur dans d'autres camps. La Easy Company, pourquoi elle est devenue aussi légendaire? Parce que c'est tout simplement l'une des rares compagnies à avoir participé à tous les grands combats en Europe. Elle a fait le débarquement en Normandie, où ils vont s'illustrer notamment en prenant le manoir de Brécourt. Et la manière dont en fait le capitaine de l'escouade va décider de la manière dont ils vont prendre le manoir de Brécourt est encore étudié dans les écoles militaires aux États-Unis aujourd'hui. Et ça va les mener jusqu'au nid d'aigle de Hitler et à occuper l'Allemagne, où notamment ils vont découvrir et libérer le camp de concentration de Landsberg. En fait, la plupart des images d'archives qu'on possède sur les camps de concentration sont dues à cette libération. Ouais. Le général de la 101e, donc Max Davenport Taylor, a décidé, en voyant les horreurs qu'il y avait dans ce camp, d'utiliser une nouvelle technologie des médias pour conserver la mémoire de ces atrocités. Il a aussi ordonné aux unités en place d'aller chercher les habitants de la ville à côté, pour les forcer à être témoins de ce qu'ils avaient toujours refusé de voir, et à enterrer eux-mêmes les cadavres des suppliciés du camp. Donc dans les autres combats légendaires de la Easy Company, on a tous les combats qu'ils ont fait pour l'opération Market Garden, où les alliés ont essayé de reprendre les ponts aux Pays-Bas pour pouvoir contourner la ligne Siegfried. Donc c'est l'équivalent de la ligne Maginot allemande, sauf que là ça a marché, ça gênait vraiment la progression. Et donc comme ça ils ont pu pénétrer plus facilement en Allemagne, et ça les a amenés quand même jusqu'à la bataille des Ardennes. Ouais. Donc je ferai pas le résumé de toutes ces batailles parce que chacune d'entre elles mériterait un épisode de 2 à 3 heures. Mais par contre je vous conseille d'aller vers l'excellente série télé Band of Brothers, qui était donc produite par Spielberg et Tom Hanks. Ça doit dater de 2001, quelque chose comme ça. Ah ouais, je pensais pas que c'était aussi vieux que ça, mais ouais. Ah, si, je me souviens très bien de cette série. C'est marrant parce que tu parles de toutes les batailles et en fait elles sont. Il y a un épisode qui est consacré à chacune de ces batailles. Le premier épisode qui est consacré à l'entraînement, avec David Schwimmer, je crois, qui joue l'instructeur. Voilà, tout à fait. Ouais. C'est une série où on a des très très bons acteurs, hein, Damian Lewis notamment, qui joue des rôles principaux. C'est vraiment une excellente série. C'est la série qui a fait prendre conscience en fait que les séries télé pouvaient valoir le cinéma. Et ils ont vraiment mis tous les moyens possibles et imaginables pour pouvoir raconter correctement l'histoire des héros de la Easy Company. C'est vraiment une très très grande série. Ça parle de personnages. Il y a un défaut à cette série, je trouve, c'est que il y a pas le sergent Rock. Mais à part ça, ouais, c'est sûr. L'autre truc qui m'avait beaucoup marqué avec cette série, c'est qu'en fait, avant chaque épisode, on avait des interviews des survivants de la véritable Easy Company, et c'est déjà l'occasion de voir le visage de vrais héros. Et c'est surtout en fait l'occasion de voir comment 50 ans après les événements, parce que oui, 1945 et puis le début des années 2000, il y a plus de 50 ans de passé, les blessures elles restent ouvertes. Où notamment il y a une des questions par rapport au débarquement, où justement une des questions posées c'est comment vous l'avez vécu la mort de tous vos copains, et l'un d'entre eux répond on essaie de pas y penser. Et en fait, le truc, c'est qu'au moment où il dit ces mots-là, il y a tout qui lui revient en tête, et tu vois la douleur dans son visage, réellement. Comme quoi,
t'oublies jamais réellement. Bref, pour revenir à la Easy Company, elle sera démobilisée en novembre 1945 dans ma Bourgogne natale, à Auxerre, ou Auxerre, comme on est censé prononcer correctement. Mais l'héritage, en fait, reste très vif. En fait, la 101e aéroportée n'est plus du tout une division aéroportée. Donc, théoriquement, on n'est plus censé l'appeler comme ça. Ah oui, parce qu'ils se sont fait lâcher au moment du débarquement, mais après... Oui. Non, mais en fait, la 101e division d'infanterie, elle existe encore aujourd'hui aux États-Unis. C'est donc la division de la Easy Company, mais elle n'est plus une division aéroportée, elle est juste une division d'infanterie de base. Mais pourtant, on continue à l'appeler la 101e aéroportée, parce que justement, c'est en hommage à tous les membres de la Easy Company, de la Able Company et de la Fox Company et de toutes les autres unités qui ont été lancées dans le ciel de Normandie à cette époque. Elle est l'une des unités les plus décorées, les plus honorées des États-Unis. Elle est en partie responsable du fait que la génération née entre la Grande Dépression et le début de la Seconde Guerre mondiale soit considérée comme étant la plus grande des générations. Pas uniquement par les actes de bravoure des hommes au combat comme a pu le faire la Easy Company et d'autres unités comme la 442e RCT. Donc pour expliquer, ça c'est une unité composée exclusivement d'Américains d'origine japonaise qui se sont engagés pour prouver la loyauté et le patriotisme des Nippo-Américains envers le pays que leurs parents avaient adopté, tout en sachant en fait que leurs parents étaient justement incarcérés dans des camps de concentration sur le territoire américain parce que le gouvernement avait peur que ça soit des espions potentiels. L'ennemi de l'intérieur. Oui. Voilà. Donc j'en parle dans un épisode de It Is le podcast dédié à Karate Kid, on vous mettra le lien dans le billet pour aller vers cet épisode. C'est hyper intéressant à connaître aussi cette partie-là. Il y a eu beaucoup d'unités qui étaient vraiment glorieuses et qui méritent qu'on célèbre leur mémoire. Mais en fait, c'est devenu la plus grande des générations parce que c'est la génération qui a été obligé de bousculer tous les codes sociaux de l'époque et qui a contribué à initier les révolutions sociales des décennies à venir. En fait, le terme de The Greatest Generation of All, c'est dû à un livre de Tom Backo qui s'appelle justement comme ça, parce que lui, en fait, son postulat de base, c'est que c'est cette génération qui a vraiment préparé le terrain de toutes les luttes sociales à venir. Par exemple, tu connais le fameux dessin des années 40, le We Can Do It, de G. Howard Miller, donc aujourd'hui utilisé par toutes les luttes féministes comme étant le symbole qu'une femme peut faire le travail d'un homme. Et en fait, c'est un dessin qui date de 1943, qui était justement c'était un dessin de propagande pour l'embauche des femmes dans les usines, parce que tout simplement, les usines, elles étaient vidées de leur force de travail. Tous les hommes étaient partis à la guerre. Ah oui. Mais par contre, il fallait que les usines, elles tournent. Donc il a fallu, en fait, embaucher des femmes pour faire le boulot. C'était 2 ans avant, ça aurait été totalement impensable. Et le truc, c'est que voilà, du jour au lendemain, on s'est retrouvé à être obligé de faire l'impensable, laisser les femmes faire du travail d'homme. Donc de nombreuses femmes ont quitté leur doux foyer pour s'occuper de métiers qui n'étaient pas pour elles officiellement, comme ouvrières dans les usines, mais aussi des métiers plus prestigieux. Et pour ça, je vais prendre l'exemple de Hazel Ying Lee. Vu son nom, tu devines à peu près l'origine de cette femme ? Chinoise, j'imagine. Voilà, tout à fait. C'était une femme chinoise qui est née en 1912, qui au vu de son sexe et de son origine, le seul boulot qu'elle avait le droit d'exercer avant la guerre, c'était... Blanchisseuse ? Non, groom dans les hôtels. Ouais. Super. Hein ? Et en fait, cette femme-là, à côté de ça, pour s'occuper, elle était pilote d'avion. C'était même l'une des premières femmes... pilote d'avion d'Amérique, et ça a été certainement la première femme d'origine chinoise d'Amérique à piloter un avion. En 1933, elle se décide de se rendre en Chine pour essayer d'intégrer l'armée de l'air, vu que l'armée américaine refuse les femmes. Bon, là, pas mieux, hein, elle va se faire refouler des deux côtés du Pacifique, en fait. ça aime pas les femmes à l'armée. Mais bon, elle reste là-bas parce que elle trouve un boulot de pilote de ligne. En 1937, t'as donc l'invasion de la Chine par l'armée japonaise, et à ce moment-là, elle est dans la ville de Canton, et elle va superviser l'évacuation de la ville pour essayer de protéger les habitants des bombardements. Et suite à ça, elle se dit, il faut que je défende le pays de mes parents, le pays où j'habite, je vais retenter de rentrer dans l'armée de l'air. Toujours pas. Ça passe toujours pas, donc elle rentre aux États-Unis. Lors de la Seconde Guerre mondiale, vu le manque de pilotes hommes pour transporter et tester les avions sur le territoire américain, elle va rejoindre une unité de pilotes femmes qui sera rattachée à l'armée pour effectuer le travail. C'est donc celles qu'on va appeler les WASP, Women Air Force Service Pilots. Et elle va en devenir vraiment une figure emblématique. Bon, ça va pas se faire sans mal, notamment dans les histoires rigolotes. Un jour, elle a dû atterrir en urgence dans un champ du Midwest.
L'agriculteur qui voit un avion descendre et qui voit une asiatique enlever son masque est parti en mode oh putain, les Japonais débarquent, a commencé à lui courir derrière, fusil au poing. Bon, il a fallu la police pour puis que l'armée après vienne prouver qui elle est. Mais le truc en fait, c'est que l'armée va toujours refuser de reconnaître les WASP comme étant une vraie unité militaire. Ce qui est pas cool. Parce que c'est quand même des femmes qui font le boulot pour l'armée, quoi. Oui. Mais des femmes dans l'armée, quelle blague. Mais reste que l'existence de Hazel, l'existence des WASP, l'existence de toutes les femmes qui ont été dans les usines pour souder, rifter, faire des boulots de vrais bonhommes, même si c'était temporaire, ça a eu un impact beaucoup plus important qu'il y paraît. Parce que la génération qui suit, lorsque les femmes de la génération qui suit ont voulu sortir du cadre professionnel dite féminine, comme infirmière ou secrétaire, et que la société a tenté de les remettre à leur place en leur disant mais non, c'est pas des boulots de femmes, elles se sont pas laissées faire. Parce que leur mère avait démontré que oui, they can do it. Du coup, elles ont commencé à ouvrir leur gueule. Et le fait, c'est que là, elles avaient le soutien de nombreux hommes qui, comme elles, avaient vu leur mère faire des travaux d'hommes. Et qui ne comprenaient plus cet argument de oui, mais les femmes ne peuvent pas le faire. Bah oui, quand t'as vu ta mère souder un B-52, on peut plus te dire que c'est pas possible. Et en fait, c'est comme ça, par exemple, que les WASP ont pu être reconnus comme une véritable unité militaire et des vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Tu sais en quelle année ça a été reconnu officiellement ? J'ai peur. 1977. Ah oui. À cause de l'acharnement du colonel Bruce Arnold, qui était en fait le fils du général Hap Arnold qui avait créé et dirigé les WASP à l'époque, et lui en fait de voir toutes ces femmes qu'il avait trouvées extraordinaires dans son enfance, même pas être traitées comme de la merde parce qu'elles n'existaient pas. Officiellement, elles n'existaient pas. Il était pas d'accord, il a commencé à gueuler, il a révélé l'existence des WASP, le dossier militaire a été libéré en 1975, et grâce au dossier militaire, en fait, il a pu avoir l'appui du public. Et donc, depuis 1977, chacune des WASP ont pu être reconnues comme étant des vétérans de la guerre mondiale et des militaires. En 2009, pour couronner le tout, Obama leur remettra la médaille du Congrès aussi. Et pour en revenir à Hazel Dingley, elle va mourir en fait suite à un crash dans l'exercice de ses fonctions en novembre 1944. 3 jours avant que ses parents n'apprennent la mort de leur fils lors des combats en Moselle. Tu dis là que c'est pas de bol. Ouais, pas de bol. Ouais, attends, parce que la fils de puterie du gouvernement US de l'époque est sans limite. En fait, Victor et Hazel Dingley étant morts, les parents ont voulu les enterrer décemment. Mais malgré les services rendus à la nation, ils ont pas eu le droit de les faire enterrer là où les parents le voulaient. Parce que, non, c'est des Chinois, on va pas les enterrer à côté des Blancs. Père. Ouais, donc tu trouves ça dégueulasse. C'était pas une question, hein. et en fait, les camarades de Hazel et Victor, aussi, ils ont trouvé ça complètement immonde. Ouais. Malgré le fait que eux soient blancs. Et eux, ils ont pas eu de problème pour se battre ou travailler aux côtés de Chinois. Donc pourquoi ils auraient un problème à ce que les Chinois sont enterrés à côté de blancs? Donc ils se sont battus aux côtés des parents Dingley pour permettre qu'ils soient enterrés côte à côte dans le même cimetière. En fait, c'est un des changements que va apporter cette génération pour la suivante aussi. C'est par exemple, tu savais que pour la bataille des Ardennes, Eisenhower avait plus de soldats blancs pour renforcer les unités en place, dont la Easy Company notamment. Mm-hmm. Donc du coup, comme il était à court de soldats blancs, il a fait non, la ségrégation des armées, on s'en contrefout. Amenez-moi des hommes pour compléter les effectifs. Je vais pas envoyer mes bonhommes au casse-pipe parce qu'ils sont pas assez nombreux. Donc en fait, plus de 2000 soldats noirs qui étaient cantonnés dans des unités spéciales Renoir à l'époque. Ah oui. En fait, ils vont se retrouver à intégrer des unités blanches. Le truc, c'est qu'en fait, ils ont rejoint des unités où beaucoup de soldats avaient des idées préconçues. Bizarrement, t'as beau avoir tous les préjugés que tu veux, quand tu es en train de te battre côte à côte avec un homme, tu t'en fous de sa couleur de peau et de ses origines. C'est tout ce que tu veux, c'est rester en vie et ce qui reste en vie. Et vraiment, en fait, c'est pour ça que, tout simplement, cette génération de la Seconde Guerre mondiale, c'est la plus grande des générations. C'est la génération qui a réellement changé la donne pour beaucoup de choses. Les personnes comme Hazel Dingley ou la Easy Company, ils étaient pas parfaits, ils étaient pas plus grands, pas meilleurs, pas plus forts que les autres hommes et femmes des autres générations, mais ils sont ceux qui se sont tenus debout quand il le fallait. Que ce soit pour sauver le monde, comme l'a fait la Easy Company sur le front, comme pour tenir leur pays à flot malgré les circonstances exceptionnelles, comme a pu le faire Hazel Dingley et les WASP. Et le plus souvent, en fait, ils le font avec humilité. Quand on leur en parle, pour eux, ils ont rien fait d'exceptionnel. Ils ont juste fait ce qu'ils avaient à faire à un moment qui était horrible. Et avec ça, je crois qu'ils ont rendu le monde meilleur. Il y a aussi le côté, je pense, cette génération est considérée comme la plus grande des générations parce que c'est une génération qui a gagné sa guerre. Mmh. Les générations qui ont suivi ont toutes perdu leur guerre. Oui. Et aux États-Unis, c'est forcément important.
Parce que des héros, on en trouve dans toutes les guerres. Oui, mais c'est... Et le fait aussi qu'on parle moins de la génération d'avant, celle de la Première Guerre mondiale, elle est liée aussi, je pense, au fait que la presse était beaucoup moins présente, et importante qu'elle a pu l'être après. Non, et en fait, le truc, c'est que la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, je veux dire, pour les Américains, elle était anecdotique. Ouais. Pourtant, ils ont perdu du monde aussi. Ils ont perdu du monde, mais ce que je veux dire, c'est que tout simplement, la Seconde Guerre mondiale, ça a été quelque chose de beaucoup plus grand, parce que là, ils avaient un réel méchant en face. C'était plus juste des ennemis, c'était vraiment arrêter le mal. On parlait de Band of Brothers tout à l'heure, il y a l'épisode 9 qui est dédié à la libération du camp de concentration de Landsberg. Cet épisode, faut s'accrocher. Là, en fait, c'est le moment où les soldats ont compris pourquoi ils étaient là. Et je crois que c'est ça qui fait que la Seconde Guerre mondiale reste autant marquée dans les esprits, c'est que vraiment là t'avais vraiment une vraie némésis, un vrai méchant qui était pas juste caricatural. Oui, mais ton vrai méchant existait après aussi, hein. Le communiste, c'était le vrai méchant aussi pour les Américains. Mais le conflit n'a jamais réellement éclaté. Non. S'il a éclaté, c'était avec c'était contre le Viet Cong, hein. C'était contre les Coréens et les Viet Cong qui n'étaient pas la vraie menace communiste. Il y aurait eu un vrai conflit armé contre Staline, ça aurait pu être différent. Mais le fait est qu'on avait que des méchants de seconde main, quoi. C'est un peu comme si dans les films de ninja, si tu mettais le lieutenant en méchant principal, quoi. Mais bref, en fait, Sergeant Rock, je présume que tu n'as pas trouvé de chiffre de vente. Si, j'en ai. Oh. Dans le classement des graphic novels de l'année 2003, Sergeant Rock Between Hell and Hard Place ne se classe que 48e. Oh. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça, voilà. Par contre, si on veut se le procurer maintenant en version originale, c'est pas facile parce qu'il a été réédité, je crois, une fois en 2011, mais il est complètement épuisé maintenant. Donc, faut essayer de le trouver d'occasion. Par contre, en VF, est-ce qu'il a déjà été édité, ce titre? À ma connaissance, non. Donc, si je me trompe et que Panini l'a sorti, s'il est sorti, c'est uniquement chez Panini. Ouais, ça, c'est sûr qu'Urban l'a pas sorti, non. Voilà. Et d'un côté, est-ce que j'ai envie que Urban le sorte? Oui, parce que c'est un très bon titre. Il mérite d'être lu, mais d'un côté, en fait, s'il collerait pas dans les collections Urban. Oh, il y a des collections indé, pourquoi pas, hein. Non, mais c'est typiquement, en fait, le type de titre qui mérite une édition particulière, qui a en fait le style très générique d'eau noire et compagnie de Comé Urban. Pour moi, ça serait desservir le titre. Ouais. C'est un peu comme si on te publiait Fax Force Sarajevo comme un random comics. Tu peux pas te le permettre. On peut aussi se dire que c'est quand même dommage que ce titre-là soit jamais sorti, et que l'essentiel ce serait qu'il sorte pour que les lecteurs français puissent le lire, quoi. C'est pour ça que d'un côté j'aimerais bien qu'il sorte quand même. Donc Urban, bouge-toi le cul. Donc on va se quitter en musique comme d'habitude. C'est toi qui as choisi la musique cette fois-ci, avec une musique très récente, très d'époque. Ah oui, c'est du Glenn Miller. En fait, Glenn Miller était un grand musicien de jazz de l'époque où se passe ce comics. C'était quelqu'un qui avait décidé de contribuer à sa manière à l'effort de guerre en divertissant les soldats. Donc courant 1944, il a décidé de traverser l'Atlantique pour aller faire écouter sa musique à tous les soldats qui étaient cantonnés en Angleterre pour préparer le débarquement. Il a juste fait 800 concerts pour les soldats. Et il a mystérieusement disparu en avion alors que son avion survolait la Manche en 1944 parce qu'il venait en France pour, pareil, divertir les soldats. Donc on se quitte avec Moonlight Serenade qui est certainement un de ses titres les plus connus. Allez, à bientôt. Au revoir.